Au sommaire de cette édition, Religion, la puissance de l'imagination a été au centre d'un séminaire animé par le berger Achiyapakom Marie. C'était les 24, 27 et 29 janvier dernier. En Afrique, en RDC, la disparition d'Étienne Tshisekedi soulève des questions sur l'avenir politique dans ce pays. Enfin, du sport, le Cameroun a remporté la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en battant l'Égypte en finale. Bienvenue et merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des bénis. Au chapitre Religion, la puissance de l'imagination a fait l'objet d'un séminaire au Centre d'excellence d'Angré les 24, 27 et 29 janvier dernier. Le berger Achiyapakom Marie a enseigné et galvanisé les fils et filles de Dieu. En voici un compte rendu. La puissance de l'imagination, de la pensée, de la vision de l'homme pour concevoir et réaliser des projets indispensables à son développement intégral. Un enseignement qui colle aux réalités de notre continent, l'Afrique. Durant 3 jours, au Centre d'excellence d'Angré, à l'espace d'Habitat Dorcas, espace de leadership chrétien, les fils et filles de Dieu se sont abreuvés à la fontaine de la connaissance du Père par son serviteur, le berger Achiyapakom Marie. Pour l'homme de Dieu, les enfants de Dieu sont tous appelés à être au sommet, quelles que soient leurs origines, leur classe sociale. À l'instar des pays industrialisés, les pays africains peuvent eux aussi sortir de la pauvreté, mais à une condition, si seulement ils sont intéressés. Pour faire passer son message, le prophète de Dieu a pris comme texte d'appui 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5, Proverbes chapitre 31, le verset 16 et le chapitre 25, le verset 28. Une annonce solennelle afin de donner les armes spirituelles nécessaires au peuple du Père qui est dans les cieux pour combattre et renverser les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance des fils et filles de Dieu. Poursuivant, le serviteur de Dieu a également pris comme exemple concret l'expérience de Samson. Cet homme a la force surnaturelle possible, dira l'homme de Dieu, grâce à sa capacité d'imagination, à son intelligence. Proverbe chapitre 25, verset 28. La Bible dit, l'homme qui ne peut pas retenir son esprit est comme une ville où il y a une brèche et qui est sans muraille. Notre version dit, l'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine, sans muraille. Vous comprenez que l'une de nos précieuses armes, nous a été volée par le diable. Et c'est l'imagination. Où est-ce que tu envoies tes pensées? À quoi est-ce que tu penses? Sur quoi tu te focalises? Détermine où tu vas dans la vie. C'est pourquoi la Bible va dire que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Les enfants de Dieu galvanisés ont pris autorité sur leur bénédiction. Désormais, un vent nouveau souffle sur leur avenir pour la gloire de Dieu. Amen. Une cérémonie spéciale de consécration a eu lieu le samedi 28 janvier 2017 à l'église missionnaire La Maison de la Vérité. Le pasteur Abraham Daï a été ordonné prophète en présence de parents, amis et fidèles. Cette cérémonie a été présidée par le prophète béni de Dieu. Devant l'église et tout, je te remets cette nouvelle Bible. La consécration du pasteur Dali Abraham dans le ministère de prophète a donné lieu à une belle fête le samedi 28 janvier 2017 à l'église missionnaire La Maison de la Vérité d'Abidjan Riviera. Parents, amis et le peuple de la Maison de la Vérité ont fait nombreux le déplacement pour rendre gloire à Dieu pour la vie et le ministère du révérend Dali Abraham. Ils ont traduit leur joie dans l'adoration et la louange marquée par des prestations d'artistes chantres. Après les pas de danse, l'honneur est revenu au prophète béni de Dieu. Le consécrateur a enseigné le peuple de Dieu sur le ministère prophétique et ses fondements. Ne croyez pas que l'onction est cette chose qu'on vend dans les rues partout. Et que tu trouves quelqu'un de lui qui te dit je te vois pas. Pourquoi vous pouvez faire des exploits?
Samuel est la source qui va donner l'onction à David. Mais qui est Samuel? Dieu n'appelle pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Si tu es assis ici et que tu as une fois méprisé un pasteur, réponds-toi. Avoir une foule, une grande église ne veut pas dire que Dieu t'a choisi. Mais toi-même, tu dois savoir, est-ce que dans le travail que tu fais, ce travail est en train de répondre au plan divin de Dieu pour ta vie, ta génération, ton pays, et après toi, est-ce qu'il y a des gens qui vont bénéficier de ce que tu es en train de faire? Par onction d'huile, le prophète béni de Dieu, entouré des hommes de Dieu présents, a consacré le pasteur Dali Abraham dans le ministère de prophète. Le serviteur de l'Éternel, désormais révérend prophète Dali Abraham, a été recommandé à l'Éternel par ses pères spirituels avant de recevoir les encouragements et félicitations de ses parents et amis. Et le ministère de prophète est un ministère qui est mal compris de ces derniers temps et nous avons eu le temps aujourd'hui d'expliquer et de démontrer qui peut être prophète et comment est-ce que ce ministère est important et nécessaire pour l'Église et le réveil que Dieu attend pour notre nation. Nos prières accompagnent le prophète Abraham afin qu'il soit un succès dans sa génération, qu'il soit une bénédiction pour toute l'Église de la Côte d'Ivoire, qu'il soit représentatif pour la Côte d'Ivoire et qu'il soit une graine qui va porter de grands fruits pour l'Église ivoirienne. Je suis très heureux d'être là ce soir à propos de la consécration et l'ordination de mon fils Théophile. Qu'est-ce qu'on doit dire? On est heureux et notre présence atteste de la véracité et de l'authenticité du manteau de prophète du jeune Théophile. Maintenant, à lui, la sémence a été jetée en terre. Il faut qu'il porte des fruits, hein? Surtout en ces temps de bâtardise spirituelle. Il faut qu'il porte des fruits. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour cette opportunité, cette grâce. Et je bénis Dieu pour tous les hommes de Dieu, pour tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont venus aussi nombreux afin de nous apporter leur chaleur, leur solidarité. Nous croyons que l'avenir nous réserve beaucoup de bonnes choses et nous nous inclinons devant la souveraineté du Seigneur. Du cinéma à présent, le jeune réalisateur et producteur ivoirien Mbrolat a reçu un prix d'honneur pour son long métrage intitulé « Le prédicateur à la mitraillette ». Ce prix lui a été décerné par une structure basée en Suisse. De retour en Côte d'Ivoire, il a livré ses premières impressions à Béni TV. Je suis avec mon prix décerné. J'ai eu le prix du meilleur producteur réalisateur en Suisse par le biais du théâtre ivoirien film TIFF Magazine, qui est basé en Suisse. Voilà, c'est après 3 années de dur labeur que nous avons pu avoir ce prix-là. Et vraiment, ça n'a pas été facile. En perspective 2017, nous avons déjà 52 épisodes d'une série intitulée SOS que nous devons réaliser. En dehors de ça, nous avons aussi la partie 2, 3, 4 et 5 du long métrage chrétien que nous devons aussi terminer. Et voilà, en dehors de ça, nous allons voir encore les autres programmes et comment les synchroniser pour avancer dans le programme cinématographique. J'aimerais dédier ce prix à toute la Côte d'Ivoire, aux cinéastes ivoiriens, aux acteurs de Côte d'Ivoire, à toutes ces personnes qui ne dorment pas pour une cause noble qui est le cinéma, qui est le 7e art. J'aimerais aussi encourager encore le ministère de la Culture qui fait encore pour la jeunesse ivoirienne, qui ne cesse de toujours innover pour créer une visibilité aux acteurs de Côte d'Ivoire. Et quand vraiment nous revenons en Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de voir que le cinéma ivoirien avance. Ouvrons à présent la page africaine de ce journal en nous rendant en RDC, où les militants de l'UDPS, le parti du défunt Étienne Tshisekedi, sont encore sous le choc après la disparition de l'opposant historique congolais. Étienne Tshisekedi, il faut le rappeler, est décédé le mercredi dernier à l'âge de 84 ans. C'est une icône de la politique congolaise qui s'est éteinte ce mercredi 1er février 2017. Une nouvelle qui rend les climats moroses dans la capitale congolaise. Nous sommes à Limete devant la résidence d'Étienne Tshisekedi. La tristesse des responsables, des militants et sympathisants de son parti politique est visible. En quittant le pays le 24 janvier 2017, une promesse avait été faite à ses militants. Le président de l'UDPS est allé se remettre en forme et nous reviendra dans 3 semaines tout au plus. L'espoir du peuple congolais résidait sur les épaules d'Étienne Tshisekedi. Toute sa vie, il s'est battu. Il a renoncé aux privilèges pour que les Congolais retrouvent la dignité
que les Congolais vivent comme tous les peuples du monde, heureux sur cette terre bénie des ancêtres. Il a sacrifié sa vie, trop jeune, 48 ans, pour se lancer dans ce combat. Et au moment où nous sommes sur le point de finaliser ce combat avec l'alternance, Dieu vient de décider autrement sur le destin. Ayant occupé pendant plusieurs années des fonctions publiques importantes sous le deuxième régime du maréchal Mobutu, il s'y oppose vers la fin des années 70 avant de créer avec 13 parlementaires l'Union pour la démocratie et le progrès social. Étienne Tshisekedi devient ainsi le principal contrepoids aux 3 derniers régimes en RD Congo. Quelle que soit la profondeur de notre deuil, nous devons l'honorer en étant debout. D'abord en état unis. Et nous voyons que dans les moments que nous traversons maintenant, notre force, comme l'a dit, et là c'est une phrase qu'il faut retenir, le président Tshisekedi, dans une des premières interviews, quand il est sorti de la clandestinité, il a dit « Un peuple uni est plus fort que la bombe atomique ». Notre président est mort, mais la lutte va toujours continuer. Je le répète et je le répéterai toujours que la lutte va toujours continuer. Que deviendra l'accord de la Saint-Sylvestre sans celui qui a misé de tout son poids politique pour la tenue de ce deuxième dialogue, alors qu'un accord avait déjà été trouvé le 18 octobre 2016 entre une partie de l'opposition et la majorité présidentielle? Tshisekedi avait-il déjà désigné un candidat Premier ministre? Des questions qui suscitent des inquiétudes quand on sait que les violences entre les deux classes politiques congolaises ne se sont toujours pas accordés sur ces points précis. La disparition d'Étienne Tshisekedi laisse l'opposition congolaise orpheline de son leader charismatique. Une disparition qui soulève beaucoup d'interrogations quant à l'avenir politique en RDC. Au chef de la police pourquoi ils sont là. Il aura été l'une des figures les plus marquantes de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi aura jusqu'à sa mort mercredi incarné le visage d'un opposant intransigeant, souvent décrié à tort ou à raison pour ses refus du compromis. Ironie de l'histoire, sa disparition intervient en plein dialogue politique avec le régime de Joseph Kabila. Et il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir des pourparlers, pense Titengue Loubabou, journaliste spécialiste de la RDC. On peut s'inquiéter dans la mesure où c'était malgré tout une figure importante de l'opposition. On a vu qu'il y a eu consensus autour de lui. Maintenant qu'il n'est plus de ce monde, je pense que l'opposition aura du mal à trouver quelqu'un derrière lequel tout le monde peut s'aligner pour négocier avec le pouvoir en place. Avec la mort d'Étienne Tshisekedi, c'est toute une page de l'histoire politique congolaise qui se referme avec une autre interrogation. Qui, pour reprendre les rênes du parti UDPS, miné par une bataille de lieutenants aux ambitions de chef? Il n'est pas sûr que les choses seront simples parce qu'au sein de ce parti, il y a des oppositions à l'émergence de son fils qui certains n'estiment pas comme étant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc l'UDPS devra, je pense, passer des moments assez difficiles avant de retrouver un certain équilibre. Une question d'autant plus légitime que celui qu'on surnommait le Sphinx n'avait pas organisé sa succession. Dernière note pour fermer définitivement le chapitre Étienne Tshisekedi, que les Congolais pleurent encore. Au Cameroun, les tensions s'intensifient entre les régions francophones et anglophones. Les régions anglophones affirment être mises à l'écart par le gouvernement central francophone. De nombreuses écoles de la région anglophone du Cameroun restent fermées alors que s'intensifient les tensions entre les régions francophones et anglophones. Les régions anglophones affirment être politiquement et économiquement mises à l'écart par le gouvernement francophone. Notre sous-section a été détruite. La grève avait pour but de forcer le gouvernement à ramener notre sous-section de l'éducation telle qu'elle était, telle que nous en avons hérité de nos maîtres coloniaux. Il doit être maintenu. Il n'y a rien de pire que de vouloir les harmoniser. Ils essaient d'harmoniser la sous-section anglophone et la sous-section francophone, ce qui ne peut pas marcher. Les entreprises de la région ont également été touchées suite à une interdiction d'Internet le mois dernier.
Une partie des efforts mis en œuvre par le gouvernement pour faire taire les demandes croissantes de fédéralisme ou de sécession dans la région anglophone. Les analystes préviennent que la répression de la région ne fera qu'attiser les manifestations. Nous sommes en train de le faire maintenant parce que nous avons une nouvelle génération d'anglophones et parce que le pays est également libre. Depuis que vous êtes nés, les gens vivaient dans un système différent, ou peut-être avons-nous un point de vue différent de ce que nous avons fait dans les années 60 et 70. La situation n'est pas la même. Une autre chose qui a donné un impact à l'ensemble du mouvement, qui est la montée des médias sociaux. Le gouvernement ne peut plus contrôler l'application de ces lois. Le gouvernement camerounais affirme que la panne d'Internet est temporaire et que les arrestations des dirigeants politiques et d'activistes sont nécessaires pour maintenir la paix. Autre crise cette fois au Gabon où le ministre de l'Éducation nationale et le vice-premier ministre sont en désaccord au sujet de la résolution de la grève qui paralyse le secteur de l'éducation nationale. Le vice-premier ministre Bruno Ben Moubamba est opposé à la prise de sanctions contre les enseignants grévistes. Sanction des enseignants grévistes au Gabon, le vice-premier ministre Bruno Ben Moubamba dit non. Une décision qui fait suite à l'annonce il y a 3 mois de la radiation sans consultation des enseignants qui réclament depuis le début des rentrées scolaires le versement de diverses primes et rappels de soldes sur salaire des années 2014 et 2015. La circulaire de Florentin Moussavou, ministre de l'Éducation nationale datant du 30 janvier, annonçait la suspension immédiate de soldes pour les enseignants ne dispensant pas des cours et pour ceux des personnels absents de leur poste de travail sans justification. Des mesures jugées par le vice-premier ministre contraires au texte régissant les libertés syndicales, notamment le droit de grève et la loi sur les organisations syndicales en vigueur dans le pays. Le vice-premier ministre va plus loin et dénonce une attitude abusive de son collègue vis-à-vis des grévistes. Les deux hommes ont pourtant engagé des discussions visant à résoudre la crise qui dure depuis plus d'1 an. Il avait été annoncé la création rapide d'une commission interministérielle chargée de mener des discussions avec les parties prenantes. Une rencontre était à cet effet prévue ce 2 février avec les syndicats du secteur. Un peu plus à l'est sur le continent africain, les habitants de près de la moitié des comtés du Kenya sont confrontés à la famine causée par la sécheresse. Selon le gouvernement kenyan, 1,3 million de personnes seraient dans une situation d'insécurité alimentaire. Les habitants de plus de la moitié des 42 comtés du Kenya sont confrontés à la famine causée par la terrible sécheresse qui touche ce pays d'Afrique de l'Est très tourné vers l'agriculture. Selon le gouvernement, 1,3 million de Kenyans vivraient dans une situation d'insécurité alimentaire et avaient besoin d'aide. Ils ont perdu leur bétail par milliers à cause du manque de pâturage et d'eau et sont forcés de parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver la précieuse ressource. Marsabit est le comté le plus affecté. À cause de la sécheresse, nous avons perdu un grand nombre de bétail, plus de 60%. Il y a de graves problèmes d'eau. Les gens sont également affamés. La plupart des écoles sont fermées et les défis sont pour le moment au-delà de la capacité de gestion du gouvernement du comté. Le secrétaire général des sociétés de la Croix-Rouge du Kenya, Abbas Goulet, affirme que l'organisation a fait appel à une aide financière de 100 millions de dollars. Notre appel est de 100 millions de dollars. D'autres 75 seront consacrés à la profonde question du transfert de fonds. Parce que nous voulons donner de l'argent aux gens, y compris les transferts en espèces et les bons alimentaires. En termes de stockage des animaux, peut-être 20% de ces 100 millions serviront à cela. En attendant que les fonds soient levés, le gouvernement a commencé à distribuer du maïs, du haricot et du riz dans les régions les plus touchées du nord et du littoral. Selon le département de météorologie, les pluies ne sont pas pour bientôt, au grand désespoir des agriculteurs. Diplomatie, la Libye et l'Italie renforcent leur coopération contre l'immigration illégale. Les chefs d'État des deux pays ont signé un mémorandum pour formaliser leurs efforts communs. L'Italie et la Libye renforcent leur coopération pour lutter contre le trafic illégal de migrants en Méditerranée. C'est le sens d'un mémorandum signé à Rome entre Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale de Libye, et Paolo Gentiloni. Il intervient avant le sommet européen de Malte centré sur la crise migratoire. C'est un accord qui renforce la coopération entre nos deux pays dans plusieurs domaines.
Il est nécessaire pour le développement, la stabilité, la reconstruction, la renaissance de l'unité. Et d'un autre côté, l'Italie s'engage à travers cet accord à apporter son soutien à la Libye. En 2016, plus de 180 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes, la plupart en provenance de Libye. Un chiffre record auquel il faut ajouter les quelques 4 500 personnes qui ont perdu la vie en Méditerranée. Ces derniers jours encore, près de 1500 migrants ont été secourus en mer. Voici qui est une belle transition pour aborder le chapitre international de ce journal et qui nous conduit en France. En France, les révélations sur les emplois fictifs des proches de François Fillon redistribuent les cartes pour la prochaine présidentielle. C'est la conclusion d'un sondage publié dans la presse française. Le Penelope Gate redistribue les cartes de la présidentielle française. Selon un sondage publié hier par Les Échos, François Fillon serait éliminé dès le premier tour du scrutin. En cause, les révélations en cascade sur les emplois fictifs qui auraient rapporté près d'1 million d'euros à sa famille. L'intéressé s'en défend alors que sa femme, Pénélope, affirmait en 2007, dans un entretien à France 2, qu'elle n'était pas l'assistante de son mari. Isolé au sein même de son propre parti, le candidat Les Républicains passe sous la barre des 20% d'intention de vote, en 3e place, loin derrière Marine Le Pen, qui décrocherait 27% des suffrages. L'affaire des assistants détournés du Parlement européen n'a, semble-t-il, pas eu le même impact sur la candidate du Front National, toujours en tête des sondages. En seconde position, on retrouve Emmanuel Macron. Au sein d'En Marche, on croit dans la réforme économique et sociale, on croit dans la transition numérique et environnementale. On croit dans les sécurités individuelles qui permettent à chacune et chacun, lorsqu'on est en situation fragile, de rebondir, de pouvoir réussir dans ce monde. On croit à une vraie politique éducative et de formation tout au long de la vie et on croit à l'Europe et au projet européen. Enfin, le candidat socialiste Benoît Hamon arrive en 4e position. Après avoir remporté dimanche la primaire de la gauche, il est crédité de 17% des suffrages. Hors de la France, les manifestations continuent en Roumanie contre l'assouplissement de la législation anti-corruption. Des dizaines de milliers de personnes ont demandé l'annulation de ce décret d'urgence voté mardi. 3e nuit de mobilisation en Roumanie contre l'assouplissement de la législation anticorruption. Des dizaines de milliers de personnes ont demandé l'abrogation du décret d'urgence adopté mardi soir par le gouvernement social-démocrate. Des manifestations sans succès pour l'instant. L'exécutif a refusé de retirer le texte. Je suis ici comme tout le monde, je crois, pour qu'il retire ce décret et qu'il démissionne. Je veux qu'il retire la loi et c'est tout. Je veux qu'ils fassent leur boulot. Je ne veux pas qu'ils démissionnent. Je veux qu'ils se montrent responsables puisqu'ils ont été élus. Mais ils volent sous nos yeux. Combien de temps allez-vous continuer à manifester? Tous les jours, jusqu'à ce que le texte soit retiré. Des dissensions sont apparues ce jeudi au sein du gouvernement. Le ministre des Milieux d'Affaires, du Commerce et de l'Entrepreneuriat a démissionné, parlant d'une erreur du pouvoir. Dans une interview exclusive à Euronews, le chef du service de lutte contre le crime organisé estime que le gouvernement doit faire preuve de cohérence. Nous avons développé une stratégie de défense nationale depuis plusieurs années. L'État doit agir en cohérence avec cette stratégie via ses institutions. Et si ce n'est pas le cas, il doit d'abord communiquer et expliquer ce changement de stratégie au niveau national avant de promulguer tout décret. Le président roumain de centre droit a désavoué le texte en saisissant la Cour constitutionnelle. Le gouvernement et ses adversaires ont jusqu'au 7 février pour présenter leurs arguments avant que la plus haute instance du pays ne rende son arbitrage. Enfin, le chapitre sport et du football pour clore ce journal, la CAN 2017, la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, a livré son verdict ce dimanche. Et c'est bien le Cameroun qui remporte cette édition de la CAN en s'imposant en finale face aux pharaons de l'Égypte. Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, le Cameroun signe son 5e sacre africain. Les Lions indomptables ont battu les pharaons d'Égypte sur le score de 2-1 ce dimanche au stade de l'Amitié à Libreville, la capitale gabonaise. Après avoir été mené à la 22e minute sur un but de Mohamed El Neni, c'est finalement en seconde mi-temps que les Lions ont rugi
en ouvrant le score sur un coup de tête de Nicolas Nkoulou à la 59e minute. Près de 30 minutes plus tard, l'équipe nationale du Cameroun confirme sa suprématie sur une action contrôlée à la 88e minute et Vincent Aboubakar hisse le Cameroun au sommet de cette compétition. Les Camerounais ont été couronnés pour la dernière fois en 2002 et en 2019, ils défendront à domicile le sacre de cette 31e édition. C'est sur ces images de joie et de liesse que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À bientôt.